diverses, parce que c'est ce que je sais faire. J'écris tous les matins. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire. Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Le point littéraire. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. C'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. Nouvelle saison. C'est tous les lundis, 15h, 17h55, sur la radio des auditeurs. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans le point littéraire. Une fois de plus, votre rendez-vous avec des voix qui façonnent notre imaginaire et interrogent notre société. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir deux auteurs dont l'univers, bien que différent, se rejoignent dans une même quête, comprendre les fractures de l'existence et les rêves qui hantent nos vies. Valentin Atebab nous entraîne dans le château dont il rêvait et qui était dommage malheureusement hanté, une fresque métaphysique où le visible et l'invisible s'affrontent, où l'homme démuge en quête de sens, se débat entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres. À ses côtés, Zeina Zawa Abdul Karim pour vivre, il nous livre donc Les rêves brisés de Badou, un roman qui plonge dans les désillusions de la jeunesse confrontée aux exigences académiques et aux espoirs contrariés avec une lucidité sociale et une tendresse poignante. Deux œuvres, deux sensibilités, mais une même interrogation: comment l'homme, jeune ou adulte, habité par ses rêves et ses hantises, peut-il trouver sa place dans le monde déchiré? Entre aspiration et réalité, c'est ce dialogue que nous allons ouvrir ici et maintenant avec nos invités. Zeina Zawa Abdul Karim est avec nous en studio. Bon après-midi et bienvenue. Sentez-vous chez nous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir ici pour parler de votre livre Les rêves brisés de Badou. C'est un roman d'à peu près 163 pages par là. Qui est la jeune que nous avons en présence devant nous? Fière fille du département du Mayo-Bagno, dans la région de l'Adamawa. Je suis Zeina Zawa Abdul Karim, lauréate du concours national Jeunes Auteurs 2024, avec la nouvelle intitulée Bingel Wuro. Aussi une pépite littéraire camerounaise et émergente. Vous êtes également, au-delà de votre instant d'écriture, vous êtes étudiante, vous l'avez dit. Ah oui, je suis étudiante. En troisième année de droit, spécialité common law. Je devine où? À l'université de Soie. À l'université catholique d'Afrique centrale. Catholique d'Afrique centrale. Alors, qu'est-ce que l'histoire va chercher à Soie? L'histoire va chercher à Soie. Pourquoi on va choisir de parler de l'université de Soie et pas celle de l'université catholique? Car tous ceux que j'ai eu à interviewer pour écrire ce roman, notamment mes grands frères et mes professeurs, venaient de Soie. De l'université de Soie. En plus, je crois que c'est un peu plus populaire en fait. Quand on parle d'université, on passe à Soie et Ngouaikele avant de passer à toute université privée. Pourquoi d'abord, vous savez, la mère des universités, c'est Yaoundé. Ouais. Je dis ça juste pour le dire. Les rêves brisés de Badou, c'est un roman. Le livre est disponible, mais comment est-ce que ça s'est passé au niveau de la gestation? À quel moment on est inspiré? Quand est-ce qu'on se dit, je vais écrire un livre, un roman? Alors, je dois le dire, publier un roman n'était pas dans mes projets, car j'écrivais déjà depuis. Oui, depuis pour s'amuser. Oui, pour m'amuser. Juste mes camarades
disais mes petites histoires par-ci par-là. C'est quand ma mère a découvert que j'écrivais qu'elle m'a demandé maintenant de me concentrer. C'est une écriture. Oui, bon, avec l'aide de mon papa aussi, qui m'a encouragé, il m'a dit pourquoi pas alors publier. Tu sais que tu peux écrire un roman, un bon roman, pas des histoires par-ci par-là, mais un roman pour publier pour le public. Là, nous sommes en quelle année? Nous sommes en 2026. 2026, ça veut dire que le livre, après combien de temps pour être totalement achevé? À votre niveau, avant le travail éditorial de la maison d'édition? Non, moi j'ai pris quelques mois juste pour l'écrire. Moi j'ai pris quelques mois pour l'écrire. Je l'ai écrit en anglais même. En anglais? Je ne l'ai pas écrit en français. Je suis anglophone, moi j'ai fait le système anglo-saxon. Mais je suis pas fortement bilingue. On comprend. Mais j'ai écrit en anglais, la version originale. Il fallait écrire et réécrire parce qu'il y avait certaines choses qui n'étaient pas appropriées, qui étaient jugées pas appropriées. Il fallait écrire, réécrire. Maintenant traduire en français et maintenant produire 2 romans. Totalement distinct. Voilà. Ça veut dire que la version en langue anglaise est-elle disponible ou alors on a d'abord décidé de faire sortir? Non, elle est disponible. Les deux sont sortis en même temps. En même temps? Oui. Disponible, on peut l'avoir? Oui. Au Cameroun? On peut l'avoir au Cameroun, surtout à la librairie des peuples noirs. Une vie d'étudiant, celle de Badou, n'est pas une belle aventure, c'est des rêves brisés. Paraît-il, à un moment donné, il y a eu plusieurs livres quand même qui sont sortis dans ce même sens. François Kémé écrivait Le cimetière des bacheliers. C'est-à-dire finalement qu'une vie d'étudiant, c'est une vie extrêmement difficile. Il faut avoir peur lorsqu'on s'engage dans cet univers-là. Je ne dirais pas qu'il faut avoir peur. Parce que si on parle de peur, c'est que personne allait aller à l'université. C'est que nos jeunes bacheliers allaient refuser de continuer les études. C'est pas d'avoir peur, mais il faut s'attendre à avoir le mental. Comme on dit souvent qu'on est étudiant, il faut avoir le mental quand on arrive à l'université quand même. Vous avez votre expérience à l'université, ça s'est toujours bien passé? Ah non. Non. Les problèmes de notes, les requêtes à rédiger? Comme tout étudiant, oui, il y avait des moments où ça n'allait pas. Ça n'allait pas vraiment. En concours, entre rattrapage, entre sessions normales terribles, et entre à la fin avoir 12, c'était pas facile. C'est pas évident. Ah ouais, c'est pas évident. Vous avez décidé de parler de cette vie d'étudiant, puisque vous êtes encore dans les couloirs de l'université, on comprend bien. Pourquoi est-ce qu'on parle de cette vie-là? Est-ce qu'il s'agit d'interpeller peut-être les parents ou alors les jeunes étudiants pour que ces derniers fassent plus attention? C'est pour alarmer les étudiants, les éducateurs et même les parents sur les réalités de la vie estudiantine. Pour montrer ce que beaucoup d'étudiants vivent en silence sans vraiment en parler. Et pourquoi on ne doit pas négliger cette vie d'étudiant, parce que ce n'est pas facile. On peut dire ce qu'on peut dire, étudier, ce n'est pas facile. Se concentrer, ce n'est pas facile. Uniquement aux études, dans la mesure où il y a beaucoup de divertissements aujourd'hui, des sorties, des boîtes de nuit. On a besoin d'être jeune, dit-on. On a besoin d'être dans la mouvance. Ici, vous mettez quand même Badou. Badou, c'est un grand frère qui est un bon grand frère. Il provient son petit frère des réalités de l'université lorsqu'il apprend que ce dernier a son baccalauréat. Est-ce la démarche à suivre pour chaque aîné lorsqu'on s'apprête à envoyer un jeune à l'université? Ah oui, j'encourage beaucoup les aînés et même, pas seulement entre frères et sœurs, mais c'est pour ça qu'on a des aînés académiques. Juste le fait de partager leur histoire avec des cadets, ça évite beaucoup de choses. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un parrain dès ma première année. Je suis en 3e année actuellement et j'ai toujours le même parrain académique et il m'a beaucoup aidé. Il y a certaines matières que j'ai pu réussir d'un coup, là où c'était échoué beaucoup, parce que j'avais un parrain qui me suivait et qui me conseillait aussi. Donc, je conseille vraiment l'expérience, partager l'expérience. Entre le changement d'espace de vie, c'est-à-dire qu'on passe du village à désormais la grande ville, c'est pas les mêmes réalités. L'histoire de Badou nous apprend qu'il va rencontrer un ami de longue date qui finira par l'entraîner dans des choses pas très catholiques, pour emprunter un peu à l'université catholique. Comment est-ce qu'on fait pour éviter de tomber dans les pièges véritablement de la grande ville? Quels sont les outils qu'on devrait avoir? L'histoire des Goué dans les rêves de Badou représente la mauvaise influence. Je voulais montrer à quel point la mauvaise influence peut t'entraîner même si tu dis que tu ne peux pas faire ce que ton ami a envie de faire. On voit Badou arriver aussi sain qu'il est. Avec l'accumulation de difficultés, il finit toujours par céder à la proposition de bandisme de son ami. Donc, après avoir résisté un long moment quand même. Après avoir résisté,
Juste pour vous montrer qu'il faut savoir choisir son cercle d'amis. Il faut être très sélectif. Ce n'est pas d'être égoïste, c'est être objectif dans la vie. Alors, comment est-ce qu'on choisit ses amis? Parce que généralement, ils n'ont pas une pancarte affichée. Non, il n'y a pas une pancarte. Nous sommes tous j'ose croire que nous sommes tous grands à l'université quand même. À un certain niveau. Oui, parce qu'à un moment donné, on peut différencier des mauvais et des bons comportements. Si tu sais qu'avec ton ami en particulier, quand vous faites certaines activités, comment dire, tu as un perte, je ne peux pas dire d'énergie, mais tu as un perte de conscience, automatiquement tu vas le savoir. Oui. Et rien ne t'empêche de quitter cet ami-là. Si tu restes ce que tu as voulu. Sans entrer dans l'histoire, il y a quand même des affaires de petits amis à l'université. On grandit, on est parti de l'environnement où les parents avaient toujours le regard sur nous. Quelquefois, lorsqu'on va chez la tante, ce n'est pas la même rigueur. Les petits amis, c'est le cas de Badou qui rencontre une jeune demoiselle belle, une jeune anglophone avec qui il sympathise. Mais il paraît que l'apparence peut être très trompeuse. Ouais. Une jeune fille d'apparence sérieuse, mais qui connaît tous les coins chics de la capitale, de la ville. C'est généralement ce qui se passe. Hein? Oui. Parce que je dois avouer que j'ai été un peu surpris. Je connais rien en voiture, ni même en paire de chaussures, mais la maîtrise du narrateur de ces éléments de luxe démontre qu'aujourd'hui, c'est difficile de vivre en total écart avec ce qui se déroule avec la mode. Donc nécessairement, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'envier et de convoiter lorsqu'on va à l'université? Pour moi, il s'agit d'être objectif. Il faut savoir pourquoi on est là. Je ne refuse pas qu'il y aura un certain moment de divertissement, mais juste que j'aimerais vous dire qu'il y a des limites à tout. Il ne faut pas dépasser la limite. Quelle est la limite, par exemple? Il y a de la limite. Tout le monde porte les Louis Vuitton à l'école, Prada et autres, je ne sais pas trop. Là, c'est une autre thématique. Il ne faut pas aussi envier l'envie de ce que les autres ont. Parce que j'ai aussi abordé la thématique de refuser l'argent facile, le piège de l'argent facile. Parce que celle qui a été emménagée dans ça, c'est Sonné. Sonné, oui. C'est un autre tableau, parce qu'il y a quand même plusieurs tableaux. Ouais, c'est Sonné, c'est l'une de mes histoires préférées dans Les Rêves brisés de Badou. Parce que c'est réel. C'est une histoire réelle qu'on m'a racontée. D'accord. Avec la permission de cette personne, merci beaucoup. J'ai pu transmettre ça avec émotion dans mon roman. Il y avait beaucoup d'émotions. C'est ça qu'il y a beaucoup de détails. Oui. Parce que j'ai pris mon temps pour vraiment transmettre ce qu'elle me disait sans filtre, si on peut le dire comme ça. Juste son nom. Juste son nom. Qu'on a changé. Oui, que j'ai changé. Parce qu'il fallait quand même rester anonyme quand même. Donc c'est un peu ça que je montre à travers ce ne pas envier. De toujours savoir d'où on vient et pourquoi nous sommes là. Sonny, c'est une jeune étudiante brillante, mais qui regarde et observe quand même quelquefois une jeune demoiselle qui a tout ce qu'elle veut, jolie et tout. Ça donne envie. On revient, on marque un break. Royal FM. Branche ta joie avec MTN. Internet à vie à gagner. Tape étoile 237 dièse pour acheter un forfait N&N ou étoile 126 dièse pour faire un Momo. Feuilletons avec vous Les Rêves brisés de Badou. C'est un roman de Zéna. Zéna, tout à l'heure on disait Sonné. C'est une jeune demoiselle très jolie, mais qui est quand même attirée, son attention est attirée par la jeune fille qui a toujours tout, qui est la plus populaire à l'université, que tout le monde observe. Elle veut devenir comme elle. Alors Sonné oublie un peu ses études, la rigueur de ses parents, décide de s'engager dans une voie. Elle reçoit beaucoup d'argent dès le premier rendez-vous, de quoi faire briller ses yeux. Les jeunes filles à l'université et la vie facile et l'argent et même les sorties, c'est un grand piège. On n'en parle pas assez. Comment est-ce qu'on fait, nous parents, c'est-à-dire que lorsqu'on envoie son enfant, quel est le type de discours qu'on va tenir?
On dit que l'enfant devient grand à l'université. Faut-il continuer à guetter son sac lorsque l'enfant rentre de l'école, observer les vêtements qu'elle aborde, jeter un coup d'œil sur son téléphone quand elle dit déjà qu'elle a sa vie privée chez nous, alors qu'elle habite toujours dans notre propre maison? Quel est le discours qu'on tient pour prévenir ce type de comportement, la vie facile? Alors, j'aimerais d'abord préciser que un enfant, malgré l'éducation, quand il va grandir, pour moi, il aura son comportement. Je suis pour le fait que les parents inculquent des valeurs dès le plus bas âge. On t'inculque des valeurs. Maintenant, c'est à toi de les respecter. Oui. Parce qu'on doit se dire, à un certain niveau, on ne va pas contrôler l'enfant. Moi, je suis toujours un enfant de mes parents. Mais je sais qu'à un certain âge, je serai quand même appelée à prendre des décisions. Et là, on ne va pas accuser l'éducation de mes parents. Donc, pour moi, c'est à l'étudiant, c'est à la personne en fait. Oui. Chacun prend son chemin à un moment donné. Chacun prend son chemin à un moment et il ne faudra pas blâmer quelqu'un d'autre. Oui. Tu es maître de tes conséquences, tu es maître de tes décisions. Oui. Donc aujourd'hui, vous fermez toujours la porte à clé dans la maison de vos parents, par exemple. Vous êtes une étudiante, donc? Moi, je suis une étudiante. De temps en temps, maman peut avoir accès à votre téléphone, fouiller, sans... Non, avec ma mère, il y a cette confiance. Moi, on ne fait pas la téléphone. Confiance. Il y a mon confiance, on ne fait pas mon téléphone. On ne fouille pas votre téléphone. On ne fouille pas mon téléphone. D'accord. Il y a ce dialogue quand même déjà instauré à la maison. Mais c'est pas comme si ça a toujours été comme ça. À un certain moment, maman fouillait, mais en grandissant quand même. Elle se dit, j'ai une grande fille à la maison. Voilà. Sauf que dans l'histoire, Sonny finit mal. Sonny finit mal, ouais. Un peu comme beaucoup d'étudiantes, elle a plusieurs partenaires. Un monsieur d'un âge très avancé, à pratiquement la cinquantaine, qui aurait pu être son père, mais avec qui elle... Alors, finalement, le phénomène, puisque c'est comme ça qu'on appelle des sugar daddy. Pourquoi est-ce que ça semble avoir gagné prendre de l'ampleur dans notre société? Pourquoi? Qu'est-ce qui explique que les jeunes filles soient attirées par des hommes d'un âge très avancé? Moi, je me dis juste que c'est l'envie d'avoir ce que les autres ont. Parce que quand j'écrivais quand même, quand je posais les questions à Sonny, quand j'écrivais ce roman, je lui disais d'où vient ce phénomène de sugar daddy. Est-ce que c'est parce que vous êtes attiré par ce genre d'homme ou bien c'est juste de l'argent? Elle, dans son cas, c'était juste pour l'argent. Non, mais l'argent facile. L'argent facile. Parce qu'elle ne pouvait pas de l'argent facile. Comme vous avez vu dans l'histoire, elle a eu un premier rendez-vous de 150 000 pour le taxi. 150 000 pour le taxi. C'est le taxi, c'est quoi? C'est quel type de taxi qu'on va prendre à 150 000? Je sais pas. Mais les hommes... mais est-ce que... Quand je dis pour le taxi, c'est juste une façon de dire que prends un cadeau. Prends un cadeau. Donc c'est juste... pour l'argent facile en fait. Moi je voulais juste montrer les conséquences de toujours vouloir l'argent facile. De prendre des raccourcis dans la vie. Oui. Faut éviter. Faut éviter, vraiment il faut éviter. À côté de l'argent facile, la jeunesse empile des dérives. Ce n'est plus seulement l'argent facile. Maintenant, il y a aussi le double partenaire. Il y a deux partenaires pour une seule et même personne. Elle choisit le sugar daddy, mais elle va encore choisir un jeune de son âge. C'est devenu courant. Ah oui, c'est devenu courant, même à l'université. Alors, c'est catastrophique. Alors, oui. Vous avez souvent rencontré des camarades qui font ce type de pratique? Oui. Sans gêne, sans honte, mais sans jugement. Mais qu'est-ce que tu vas dire à cette personne? Elle sait ce qu'elle est en train de faire. Elle sait ce qu'elle est en train de faire? Oui, certains savent très bien ce qu'elles sont en train de faire. On ne va pas se mentir. Aucune fille n'est naïve, qu'elle sait qu'elle soit avec un homme plus âgé. Surtout à l'université, moi je vous dis, j'ai des filles qui s'assument. Qui s'assument. Je sors avec un tel. Que ça c'est mon sugar daddy. Oui. C'est quoi les sugar daddy? À un âge, quand on est un peu plus mature, on est un peu plus élégant. Je sais pas l'âge qu'on attribue, mais elle s'assume. Donc c'est pour te dire qu'elle a conscience de ce qu'elle fait. Donc quand ça arrive à ce niveau-là, c'est pas qu'on ne conseille pas le jazz. Il faut dire que l'avantage avec l'histoire de Sonny, c'est que ça finit mal. Ça finit mal parce qu'elle perd totalement le fil, ses études, ce n'est plus à l'ordre du jour. Elle tombe enceinte. Elle va dire déjà au sugar daddy qu'elle est enceinte, celui-ci va la repousser. Bref, l'histoire est contenue dans le livre. Chacun devrait lire ce livre, surtout les jeunes, les étudiants et même les parents pour être avertis. Oui. Lorsqu'on sait que les enfants vont aller dans ces milieux-là, il faut être au courant de tout. Sonny donc, ça finit mal, on va dire, elle est enceinte, grossesse indésirée, mais il y a quand même un aspect qui attire notre attention, la réaction des parents. Et même
l'analyse du narrateur dans l'affaire. Ses parents demandent à cette dernière de sortir de la maison et on semble poser une problématique. Quelle est la réaction que doit avoir un parent dans ce cas de figure? Je ne suis pas encore parent. Je ne saurais comment vous répondre. Parce qu'en réalité, je dis bien le narrateur. Là, je ne vous appelle pas vous, mais le narrateur dans le livre dit que ce n'est pas la solution, qu'il ne faut pas chasser l'enfant de la maison. Mais lorsqu'on a effectué un certain nombre de sacrifices, est-ce que ce n'est pas compréhensible qu'on soit très en colère et qu'on ait envie de faire partir l'enfant de la maison? Bon, c'est assez courant de voir des filles être chassées à cause de grossesse indésirée. Mais alors, ce n'est pas dans tous les cas quand même. Il y a certains parents qui acceptent, mais je voulais montrer la gravité de la chose quand même. Oui. C'est pour ça que j'ai pris l'option où elle est chassée pour ne plus revenir en fait. Oui. Lorsqu'elle est chassée, il y a aussi beaucoup de dangers qui guettent cette dernière. La preuve, c'est qu'elle va à gauche, elle va à droite. Et on ne sait jamais là où elle va finir. Il y a autant de choses. Alors, finissons par l'alcoolisme. Il y a quand même beaucoup d'alcool dans le livre. C'est devenu pratiquement une religion, la consommation d'alcool. Un jeune étudiant arrive à Yaoundé, au Carrefour Van. Son ami l'amène. Premier lieu de destination, le bar. Il a des problèmes, il va au bar. Il finit son examen, il est encore au bar. La consommation de l'alcool dans ce livre, ça donne envie de devenir ivre finalement. Pourquoi l'alcool intervient énormément dans le livre? Vous savez, de nos jours, l'alcool et les étudiants, ça fait qu'un. Ah bon? Ça fait qu'un. Quand tu composes mal, tu descends au Fiji. Quand il y a une petite épreuve, tu descends. Quand il y a un rattrapage, tu descends prendre un pot. Après le désir, que vous descendez prendre un pot. Donc, beaucoup de choses ont changé, hein? Non, mais ce que moi j'ai vu autour de moi, surtout au moment où j'écrivais mon roman, l'alcool, c'est partout maintenant. Partout. Et en plus, il y a de nouvelles méthodes maintenant pour faire entrer de l'alcool. Quand quelqu'un a sa goût, il dit que c'est au jus de pomme. C'est terrible. Alors, le livre est présenté bientôt, on l'espère, à Yaoundé. Ah oui, il est déjà à Yaoundé. Je veux dire, est-ce qu'il y a une cérémonie de dédicace déjà en perspective ou pas encore? J'ai déjà fait une cérémonie de dédicace. Ah, déjà? D'accord. C'était en décembre 2025, le 11. Le 11 décembre? Oui, c'est encore en 2025. Mais je compte faire une autre dédicace si je le permets parce que j'ai mon stage, j'ai les études aussi. C'est pas facile de jongler. Pour Douala. Oui. Vers juin-mai. Après ma soutenance de ma licence. Alors, s'il y a un étudiant qui a des difficultés en ce moment, peut-être au niveau de... S'il y a la tricherie et tout, son nom n'est pas sorti, au babillard, ainsi de suite. Je pense qu'on est en février, bientôt la session normale, si je ne me trompe pas. Bientôt les résultats. Ah, bientôt les résultats, la session normale est déjà passée. Quel est le conseil à donner à un jeune étudiant qui décide d'aller à l'université, les universités publiques, surtout et même privées? Quels sont les éléments, quel est le conseil que vous, en tant qu'étudiant, vous avez fait plusieurs années à l'université, vous pouvez donner à votre petite sœur ou votre petit frère? Bon, il y a cette phrase que mon parent m'avait dit en première année, l'université rend humble. C'est-à-dire, si tu es habitué à taper tes 15 et tes 18, si il arrive à l'université que tu te retrouves avec un 11 ou un 10, sache que c'est tout à fait normal. Il faut maintenant prendre la méthode universitaire pour réussir. Donc déjà, l'université rend très simple. L'université rend très humble. Oui, certain. Oui, ça rend très humble. L'université rend humble. Et aussi, j'aimerais dire que à l'université, il faut s'attendre à échouer parfois, à sombrer peut-être, à pleurer aussi. Mais il ne faut pas oublier pourquoi vous êtes là. Oui. Pourquoi vous êtes là, et il ne faut pas rester dans le passé. Ce qui se passe dans le passé reste dans le passé. Parce que si tu restes dans le passé, tu n'auras pas d'excuses pour justifier ton échec plus tard. D'accord. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être passé à la radio, d'avoir échangé avec nous, mais vous ne bougez pas. Nous allons recevoir un autre auteur et juste à la fin, vous allez revenir. Le deuxième auteur de cette émission est